Prométhéo est un livre merveilleux, nostalgique somme de sons et de mythes, bibliothèque utopique de l'histoire et de ses héros, théâtre de notre mémoire, des noms qui les peuplent et des cartes que nous en avons tracées. Accumulation de moments musicaux qui se prolongent mutuellement et se heurtent parfois. Luigi Nono emprunte le mythe de Prométhée à Échille et le dépouille de tout arc narratif. Commencé dès le milieu des années 70, vaste synthèse ou journal quotidien, Prométhéo se caractérise par une conscience historique dépouillée de ses ambitions de façonner le monde et privée de la possibilité d'agir historiquement. Notre force est désormais une faible force messianique. Conçue non en scène, mais en île, Prométhéo est l'exégèse d'un mythe où le nom du héros est tenu de recueillir quelques autres figures de la culture occidentale. Prométhée sera Prométhée, Ulysse, Achille ou Moïse. Mais le limon n'est en rien retenu. Les mots et les sons s'enrichissent à mesure qu'ils se cisèlent et se dissipent. Traces, sillages, ils sont mythologie d'eux-mêmes. Luigi Nono éveille ainsi la spéculation, ouvre les infinies possibilités du questionnement et surtout l'instabilité du concept qui jamais ne se fixe. Benjamin, Échille, Euripide, Goethe, Hérodote, Hésiode, Hölderlin, Pindare, Sappho, Schoenberg, Sophocle. Les fragments du livret de Massimo Cacciari deviennent versets. Énoncés, répétés, ils ignorent le développement, pris entre le langage de l'ouverture et celui de l'opacité ou de la chute. Dans le prologue, les noms de dieux issus de la théogonie d'Hésiode, Thétis, Chronos ou Océanine, désignent une essence philosophique. Cette mythologie se donne immédiatement comme naufrage, ruine, fragment. Dans ces brisures, l'inachevé et l'incertain revêtent l'importance décisive d'une mosaïque. Chaos n'est pas nommé, mais le chant naît de lui. Au seuil même du prologue, il nous fait assister à la naissance de l'œuvre. Seule la terre engendre le Dieu capable de la couvrir tout entière, le ciel étoilé et les hautes montagnes,
sans l'aide du tendre amour, naît aussi la mère inféconde. Ensuite, les dieux sont le fruit des étreintes de Gaïa et du ciel étoilé. Le prologue de Prométhée traduit l'engendrement, jusqu'à Prométhée lui-même. Prométhée se révolte contre la loi de l'Olympe. Sa tragédie repose sur son sacrifice. Sur le rocher, avant même la croix érigée au Golgotha, Prométhée est la figure de l'abandon de Dieu par le Dieu lui-même. Prométhée ne fait qu'un avec la pierre, enveloppé dans le silence entêté qui le lie à Zeus. Le rocher figure la tension entre ce qui sert de règle et l'injustice, l'iniquité, la douloureuse restauration de l'ordre. Une tension que la 5e île irrigue, avec ses paraphrases de la loi, un poème de Schoenberg dont il ne reste que quelques fragments. Qu'un seul se révolte, c'est une chose bien évidente. Poésie et sacrifice. Dans l'œuvre de Luigi Nono, l'homme qui chante et l'homme qui meurt entretiennent des liens étroits. Le sacrifice de Prométhée démontre la tyrannie de Zeus, en dévoile ses faiblesses, en prophétise la fin et arme de l'espoir de cet autre feu volé qui console l'être de ses souffrances et soutrait un instant le mortel au spectacle de sa mort. J'ai délivré les hommes de l'obsession de la mort, dit Prométhée. Si l'enchantement n'avait pas été rompu, le feu de Prométhée aurait été inutile. Même voyant, il ne voyait pas. Même entendant, il n'entendait pas. Première île. Mais l'espoir arme aussi les hommes pour qu'ils survivent dans leurs maux. Le don de Prométhée est une réponse à la violence de Zeus. Astronomie, science du nombre, art de la navigation sont les bienfaits du Titan. Mais ce que Prométhée donne est le fruit d'un vol, et le condamne au châtiment divin, à son ondoiement entre vie et mort. Son immortalité renouvelle la blessure qui provoque la mort, impossible,
empêché de mourir par la mort même. Io, au contraire, ne sait si ces douleurs auront une fin. Elle crie, lutte avec la divinité, en appelle à la persécution. Mieux vaut mourir d'un coup que souffrir misérablement chaque jour. Hors de soi, entre les noces et le sacrifice, entre l'anneau et la dague, Io se sent mourir, non sans quelque volupté. Apaise-moi, demande-t-elle, plaintive, à Prométhée dans la deuxième île. Ne sachant trouver aucun remède, cette impuissante mortelle invoque la mort qui seule apaisera ses maux. Séduite, aimée de Zeus et livrée à ses embrassements, elle est contrainte à l'errance. Et les deux lettres de son nom désignent aussi, en grec, un cri d'invocation et de douleur. Io, Io, hélas, hélas. Et Luigi Nono de superposer Io et A, expression phonétique d'une plainte subtile et lumineuse, renouant avec les inflexions des polyphonies et des madrigaux renaissants. Enchaîné, Prométhée lutte encore. Ses chaînes devinent la chute imminente de Zeus. Prométhéo est un authentique crépuscule des dieux. Si Zeus a vaincu les titans, son règne nouveau vacille. Situation critique où les nouvelles lois ne sont pas encore fondées et où les anciennes chancellent. Le premier stasimon et le premier interlude chantent un fragment de l'Alceste d'Euripide. J'ai touché à bien des doctrines sans rien trouver de plus fort que la nécessité. Zeus, pris dans ses mailles, est condamné à la décadence et à une mort certaine. Prométhée annonce prophétiquement la fin du mythologique et incarne l'idée originaire de l'humanité. Il se dresse en ennemi de la colère de Zeus, expiant pour l'humanité. Mais il est aussi le prophète, l'annonciateur de la génération des héros qui délivrera les titans. Sa place est encore dans la mythologie. Zeus souffrira donc. La quatrième île est l'île de cette révolte. Prométhée prophétise à Zeus sa mort certaine et lui traduit le secret le plus obscur. Une des hommes, une des dieux, la lignée. À une même mère, nous respirons. Pindare, dans la mythologie de la deuxième île. Les travaux et les jours sont désormais tragiques, soumis à la loi de la nécessité. Tragique est la loi privée de tout rédempteur, mais aussi de toute consolation.
Plus rien à consoler, chante la 4e île sur les traces de l'Achille de Hölderlin. Friedrich Hölderlin est, dans Prométhée, le poète qui fait dire à l'art grec ce qu'il n'avait pas dit, celui qui retourne à la rupture entre Dieu et homme. Le tragique de Prométhée est un stade préliminaire de la prophétie, où le prophète se tient précisément entre le Dieu et l'homme. Prophète est aussi celui qui provoque et scandalise, détruisant nos certitudes. Du sacrifice tragique de Prométhée, de sa solitude et de son obstination, naît un fascinant silence. Penser le silence, c'est en quelque sorte l'ébruiter, écrivait Edmond Jabès. Le silence ne peut être exprimé que par l'écoute de lui-même. Seule une traduction par le biais insidieux de son contraire nous livre la clé de son énigme. Ainsi donne-t-on à entendre le silence, à vivre la mort. Le silence de Luigi Nono est avant tout aridité de la solitude. Tout se détache après un tel silence et s'impose comme un cri. La violence du sentiment tient dans ce cri silencieux dont la fureur hurle sa désespérance. Dans une lettre écrite en 1976, au moment même où se dessine Prométhée, le compositeur écrivait « Silence, réflexion critique, insatisfaction et en même temps aussi besoin de silence, y compris physique acoustique. » Prométhée se fragmente dans l'érosion du son. Ne faut-il pas un blanc entre les vocables pour les rendre lisibles? Une fraction de silence entre les paroles pour les rendre audibles? Lit-on dans la double dépendance du dit. L'écoute, en effet, a besoin du plus profond silence pour pouvoir recueillir un son unique, fragile, pour ne pas le confondre avec un autre. Chaque silence traversé est un trait d'union. Alors, le silence se risque dans un son et le son dans l'écoute. Le silence de Luigi Nono résulte d'une réflexion sur la décomposition du langage à des fins de modification et d'intensification de l'expression, et résiste à la violence du son, du bavardage, de la rhétorique. Les sons, meurtris, épuisés, abandonnés, ne prétendent à aucun autre, ne sont liés que par leur pure appartenance au mode du silence, investis de la responsabilité d'introduire au néant ou émerveillés de se risquer à la vie. Dans Prométhée, le sacrifice du héros tragique est aussi le sacrifice orphique du son. Prométhée, fais marche arrière maintenant. À la fin est ton nostos, ton retour, chantent les 3e et 4e îles.
Prométhéo est un retour d'Ulysse dans sa patrie. Prométhée se souvient d'Ulysse et retrouve le sens de l'Odyssée, errance à travers l'archipel du Mare Nostrum. Luigi Nono rappelait sur ses manuscrits les cartes de navigation du temps jadis. Là, dialoguent les îles. Rien n'est absolument terre, rien n'est absolument mer. De la mer ne naissent ni la vie ni l'olivier, mais les îles. Dès lors, s'affirme la nécessité de rompre encore le brisé, ce que Luigi Nono réalise dans les 3e, 4e et 5e îles et dans les échos de la 2e île ou du prologue. De même, dans chaque son, se donne une infinité de perceptions minimes. Écouter Prométhéo signifie écouter ces différences. En Prométhéo résonne l'idée de traversée, de parcours périlleux. S'il t'est donné d'être un héros, tu ne peux l'être que de la mer, chante la 4e île, sur les traces du colombe de Hölderlin. De celui qui suppose que l'univers ne se termine pas dans le vide ou le néant, mais au-delà, vers une autre terre. Le retour d'Ulysse exige une discipline, une ouverture à l'inconnu, une concentration patiente sur chaque chemin, un renoncement. Car Ulysse hésite entre 2 mers, l'archipel et la pleine mer, l'interminable désert de l'océan. Son voyage dans l'incertain, sans but, sans certitude, sans voie bien tracée, est un voyage de souffrance. Mais à nous, il est choix de ne pouvoir reposer nulle part. 2e île. Prométhéo est ainsi une odyssée. Cette passion marine trouve son origine dans une relecture de l'archipel vénitien et de ses mirages acoustiques. Les sons des cloches se diffusent dans différentes directions. Certains s'additionnent, sont transportés par l'eau, transmis le long des canaux. D'autres s'évanouissent presque totalement. D'autres se lient de diverses façons à d'autres signaux de la lagune et de la cité. Tout retourne donc à l'eau, comme le Prométhée de Virgile modèle une terre mélangée aux eaux de pluie pour créer l'homme. Une eau lourde, bordée, stagnante, retenue, force de vie où croupissent les nostalgies. Cette tentation de l'archipel se manifeste aussi, selon Luigi Nono, dans l'œuvre de Tintoret. Voir comment il casse le centre au profit d'une conception polycentriste, à travers des signes, des ruptures,
des couleurs. Saisissant la dynamique dramatique et la multiplication des lignes ou des plans, le Tintoret ouvre les tensions du discours architectural dans ses débris épars et ses îles de lumière, utilisant la couleur pour briser la perspective classique. Pour Prométhéo, Luigi Nono étudia les différentes théories de la couleur, mais aussi les expériences de Scriabine et de Schoenberg liant couleur et musique, s'inscrivant dans une tradition alchimique, un ravissement magique et une réflexion de l'esprit lumineux. Goethe parlait de l'effet moral et sensuel des couleurs. Selon son traité des couleurs, la première couleur est le bleu azuré, le néant ravissant, le lointain de l'abîme des ténèbres. La vérité du silence azur, dans la 5e île de Prométhéo, s'inscrit dans un tel contexte. Renouant avec la tradition musicale vénitienne des XVIe et XVIIe siècles, celle des Gabrieli ou de Monteverdi, Prométhéo manifeste deux mouvements. Il y a une droite et il y a une gauche, un mouvement horizontal, transversal. L'œuvre repose sur la multiplicité des sources sonores. Luigi Nono évoquait aussi l'école polyphonique espagnole ou les motets de Johann Sebastian Bach. Il y a un haut et il y a un bas. Les sources sonores élevées consomment la rupture d'un rapport frontal avec les musiciens. Or, le monde occidental veut des signes. Il est perdu là où il ne voit rien. Notre faute est de ne pas savoir écouter. Tragédie de l'écoute. Prométhéo se concentre sur le lieu de son exécution et sur la résonance unique de l'acoustique qui l'accueille. L'œuvre devient écoute de cet espace. Autrement dit, composer, c'est déjà écouter. Opposant le statisme grégorien au tremblé synagogal, Luigi Nono écrivait « La grande différence pour moi entre la foi catholique et la pensée hébraïque. Chez les catholiques, on dit credo, je crois. Dans la pensée hébraïque, on dit écoute, schéma. La nécessité de l'écoute s'origine dans la culture hébraïque. L'alphabet hébreu ignorait initialement les voyelles. Les 3 lettres mères, les 7 lettres simples et les 12 lettres doubles sont des consonnes. À la lumière de textes kabbalistiques, Luigi Nono entendait lire le Sprechgesang schoenbergien. Or, le Sprechgesang, limitant le chant, centre à nouveau le mot sur la consonne et reconduit la voix par la musique vers le verbe. Dans la 2e île, l'écriture du texte et sa prononciation témoignent d'une telle réflexion. Doch ist uns gegeben auf
keiner Stätte zu ruhen. Prométhéo est écriture du temps, partageant avec une certaine tradition métaphysique une spatialisation de la durée. Dans la durée, écoute cet instant. Extrait de Prométhéo, 3 voix B. La brièveté de l'instant suspend le temps, en contrarie, en entrave l'écoulement. Évident le temps, l'instant est éternité. Dans l'éclair, sa densité atteint alors une concentration telle que l'urgence est la règle. L'ange fige l'instant, l'à présent, des thèses sur la philosophie de l'histoire de Walter Benjamin. Dans son surgissement, il ne sait s'il écoute les vivants ou les morts. L'ange recompose alors les tables brisées de la généalogie et entretient avec les générations passées des ententes secrètes, indissolubles. Prométhéo s'achève sur ces mots. Et il est dans le désert invincible. Paraphrasant la phrase dernière du Moïse d'Arnold Schoenberg. Mais dans le désert, vous êtes invincible et vous atteindrez le but, unis à Dieu. Éloigné de toute ville, la parole de Prométhée se heurte au silence dans le désert de Scythie. Lieu du vide, de la stérilité et de la pénurie, lieu d'une ouverture ultime, le désert annonce un recommencement absolu. Le désert, c'est ce qui ne finit pas de finir. L'océan, c'est ce qui finit de ne pas finir, avait souligné Luigi Nono dans un livre d'Edmond Jabès. Entre les voies de l'eau et les voies du sable, l'œuvre chemine et son cheminement crée le désert. Mais non celui de l'exégète, non le désert comme parfaite quiétude. Toute direction est possible dans le désert. Tel est l'un des enseignements de la première phrase de l'échelle de Jacob, paraphrase de Talmud. Que ce soit à droite ou à gauche, en avant ou en arrière, vers le haut ou vers le bas, il faut poursuivre sans se demander ce qu'il y a devant ou derrière vous. L'expérience du désert est enfin celle du silence et de l'écoute, qui reproche même au cœur de battre. Et le désert est une ouverture, une utopie, un non-lieu où le Dieu entre en présence en disparaissant dans l'invisible. Dimension du retrait. À l'image des dieux, l'écriture se retire, pur mouvement de soustraction. L'ange donnera voix aux dieux cachés et au silence des mondes célestes, et la création se manifestera en se retirant. Toute composition est un retrait. L'écriture disparaît dans la trace abandonnée. Acte de négation, la création et révocation en néant d'un créé. Prométhéo s'attache alors à rendre le visible invisible et l'audible inaudible, destinant l'un et l'autre à l'absence.